Alors, valoriser le temps, c'est extrêmement difficile. Et on peut éventuellement le faire en construisant des modèles théoriques dans lesquels on considère, premièrement, la façon dont les gens produisent en utilisant du temps. Donc, comment on va produire un repas avec des biens, de l'électricité, des aliments primaires, etc., et du temps. Et puis, en voyant comment toutes ces activités s'agrègent pour fournir la satisfaction des gens. Et donc, on peut construire des modèles dans lesquels on arrive à valoriser le temps. Et ces modèles indiquent que la valeur du temps est en gros, dans les sociétés développées en tout cas, où le travail a été fait, c'est-à-dire principalement en France, au Canada, aux États-Unis, la valeur du temps est en gros la moitié du taux de salaire net des individus qu'ils obtiennent sur le marché. C'est pas très loin, en général, des taux de salaire minimum dans les nations où on étudie ça, et ça augmente avec un certain nombre ou ça varie avec un certain nombre de caractéristiques de l'individu, mais en particulier ça augmente avec le revenu des individus, mais également avec leur positionnement relatif dans la société. C'est-à-dire un individu qui fait partie d'un groupe de personnes, ce qu'on appelle une classe de référence très riche, du fait par exemple de son milieu familial ou du type d'études qu'il a fait, mais qui dans cette catégorie est relativement pauvre, va avoir une valorisation du temps plus faible qu'un individu de la même classe sociale, mais qui est mieux situé dans cette classe sociale. Donc ça dépend de pas mal d'éléments, mais en gros beaucoup du taux de salaire, qui est le coût d'opportunité sur le marché. Quand on considère la société dans son ensemble, on pourrait se dire qu'il y a une ressource totale pour tous les membres de la société en temps, et donc il y a peut-être un optimum d'organisation sociale de ce temps. Alors le temps de l'individu, il va se répartir entre des activités marchandes, donc qui lui apportent un salaire, des activités domestiques, entre guillemets, productives, c'est-à-dire il va faire par exemple un repas, qui est un substitut à l'achat d'un repas dans un restaurant par exemple, et puis des activités, disons, de loisirs, qui sont non productives de biens, mais qui sont productives en termes de satisfaction de l'individu. Donc ces trois activités, on pourrait se dire, on pourrait probablement les optimiser, non pas simplement au niveau de l'individu, mais au niveau de la société. Alors l'individu, lui, il fait des choix. À chaque période, il va répartir son temps global, mettons ces 24 heures, entre ces trois activités. Il fait des choix en fonction d'un certain nombre de paramètres, et en particulier en fonction de la valeur qu'il donne à son temps au moment où il décide. Valeur qui peut changer entre le moment où il a 20 ans, le moment où il a 50 ans, qui peut changer entre le lundi et le samedi matin. Par contre, essayer de faire ce calcul au niveau de la société, ça serait extrêmement compliqué. Parce qu'on ne connaît pas, quand on se place au niveau, mettons, du planificateur, on ne connaît pas la valeur du temps des gens. On peut éventuellement la calculer, mais on sait que c'est un calcul statistique et que la valeur qu'un individu donne à son temps est peut-être le double ou la moitié de ce qu'on a calculé. Donc on ferait probablement des erreurs énormes en essayant de répartir de manière étatique, si on veut, ce temps global de la société. Alors le temps, évidemment, concourt à la satisfaction, c'est-à-dire si on veut au bonheur, à la qualité de vie de l'individu, de manière qui est assez difficile à imaginer, parce que c'est très multidimensionnel, ça dépend des activités qu'on fait, etc. Il y a des activités qu'on peut faire très vite, avec par exemple des ressources monétaires, on va dépenser 20 euros, ou qu'on peut faire avec les mêmes ressources monétaires ou moins, beaucoup plus lentement. Ça sera la même activité, finalement, c'est-à-dire par exemple on construit un bateau en bois, mais évidemment ça ne donnera pas la même satisfaction selon qu'on l'a fait vite, qu'on l'a fait lentement. D'une part, si on l'a fait vite, on a gagné du temps pour d'autres activités, mais par ailleurs, si on l'a fait vite, on l'a fait de manière plus pénible, on ne s'est pas donné le temps, comme on dit couramment, à faire l'activité, à profiter de son temps en faisant cette activité. Donc c'est des choses extrêmement complexes, le lien entre la façon dont les gens vivent leur temps et la satisfaction qu'ils récupèrent par l'activité qu'ils font pendant ce temps. On peut imaginer des analyses économiques purement statistiques de ça. C'est-à-dire on peut dire, on a des indicateurs de satisfaction, soit par les déclarations des individus, on demande aux gens, êtes-vous très heureux, êtes-vous satisfait de vos conditions matérielles, etc. Bon, donc on a
des mesures, souvent qualitatives. Les gens répondent selon une échelle qualitative et pas continue. Et donc on peut, repérant cette mesure de la satisfaction, essayer de l'expliquer par le temps passé dans les activités et éventuellement des indications de la pression de temps que les gens subissent. Est-ce que vous l'avez fait de manière pénible ou pas? Est-ce que vous trouviez que vous n'ayez pas assez de temps pour faire cette activité? Donc on pourrait imaginer des choses comme ça. Alors le plus simple comme étude, qui à ma connaissance n'a pas encore été fait mais qui serait intéressant, c'est simplement de mesurer un revenu de l'individu qui intègre donc la valeur de son temps, ce qu'on appelle un revenu complet. Un revenu donc qui est la somme de tous ses revenus monétaires et de la valorisation de son temps libre. Et ayant une telle mesure de son revenu complet, on peut ensuite étudier comment la satisfaction des gens dépend de ce revenu complet, et pas uniquement du revenu monétaire, et expliquer éventuellement un certain nombre de paradoxes de la littérature, comme ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin, où les gens ne voient pas leur satisfaction augmenter alors que leur revenu monétaire augmente. Bon, d'un autre côté, quelqu'un qui a une grosse satisfaction à travailler, on pourrait dire que même on lui demande de payer pour travailler plus. Hein. Mais ça encore, il faudrait mesurer la valorisation du temps de travail par chaque individu. Certains journalistes disent le meilleur du journal qu'on pourrait créer, c'est un journal où les gens qui y écrivent un article paient pour que l'article soit imprimé. Et pour pouvoir dire à leurs voisins, vous avez vu, on a imprimé mon article. Bon. Donc évidemment, dans ce cas-là, le journaliste n'est pas rémunéré parce qu'il a trop de plaisir à montrer qu'il a écrit un article. Alors ça, éventuellement, il est possible de tenir compte de ça, de la satisfaction marginale apportée, qui est positive ou négative, pour un individu par l'heure de travail supplémentaire. Mais c'est toujours pareil, ça entraîne des difficultés de mesure de cette satisfaction. C'est pas impossible de mesurer, mais c'est difficile. Et surtout, on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup d'erreurs quand on rentre dans ce type de finesse de raisonnement. On peut faire beaucoup d'erreurs, donc quelquefois il vaut mieux une règle simple que d'essayer de différencier les valorisations marginales de leur complémentaire selon les caractéristiques des gens. On peut faire beaucoup d'erreurs et on peut inciter les gens à eux-mêmes faire des erreurs dans leur choix.